Les amis, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour le rendez-vous mensuel, l'épisode qui retrace les 5 Coupes du Monde de Lionel Messi. Aujourd'hui, on arrive au 3e volet que beaucoup d'entre vous attendaient. Là, on passe aux choses sérieuses, évidemment. C'est l'heure de se replonger dans la Coupe du Monde 2014 de la Pulga. De ces 7 matchs qui auraient pu ou auraient dû totalement changer la face du football telle qu'on la connaît aujourd'hui. Pour cet épisode, il sera question de post-Messi Prime, de Coupe du Monde dans le pays du football, de débat du GOAT, de problèmes avec le fisc, du fameux mythe de Di Maria, meilleur Argentin du mondial, de matchs forcément légendaires et bien sûr de finales perdues. Alors asseyez-vous, installez-vous bien, c'est aussi le moment de peut-être découvrir des histoires que vous ne connaissez pas. Bienvenue dans ce mondial au Brésil où le débat du GOAT a vécu un sursis à cause d'une énorme occasion manquée. La Coupe du Monde 2014, personnellement ma préférée de toute ma vie parce qu'elle devait marquer une époque et qu'elle l'a fait, parce qu'on savait avant même le début de la compétition qu'elle serait légendaire, peu importe le niveau des matchs, déjà rien que par la symbolique. Un mondial dans le pays du football, 200 millions d'habitants qui poussaient leur équipe comme jamais et qui la poussaient d'une façon tellement sombre. Quand on y repense aujourd'hui, la pression colossale que le peuple brésilien mettait sur la Seleção, et ben avec du recul, c'était vraiment très sombre. Rappelez-vous des réactions des joueurs, de l'émotion des Auriverde avant les matchs et pendant les hymnes qui étaient coupés justement pour que la foule continue de les chanter a cappella jusqu'à la fin. Rappelez-vous comment c'est David Luiz, Marcelo, Thiago Silva et tous ces papas là avaient le visage complètement tétanisé avant de commencer chaque rencontre. Et rappelez-vous aussi comment Neymar, 22 ans, a littéralement bu cette pression colossale comme du n'importe quoi. Ça mériterait une vidéo à part entière tellement c'était choquant de voir qu'avant sa blessure, en termes de finale, il était vraiment parti pour faire une Coupe du Monde maradonesque dans ces conditions de pression-là. Franchement incroyable. Pensez-y un petit peu chaque fois, une fois par mois au moins, de la pression que Neymar avait avant ce mondial. Et même pendant ce mondial et ensuite après. Complètement fou. Le tout en assurant un spectacle incroyable. Du spectacle, on en a eu à foison. Et en tant que fan de Messi, on a pu profiter de ce mondial du début à la fin. 7 matchs, un Messi au top et une Argentine enfin de nouveau capable de bien jouer au football, malgré un effectif assez limité. Contrairement à 2010 avec Maradona et ses choix un petit peu douteux, en 2014, là, il y a une petite pénurie de talent qui commence à se faire sentir en Argentine. On commence à déceler un petit déclin et la fin prochaine d'une grosse génération. Cependant, l'Albiceleste a réalisé de très bons éliminatoires en terminant première de la zone AM Sud. Alors certes, le Brésil, en tant que pays organisateur du mondial, n'a pas joué ses éliminatoires, mais après le mondial 2010 et la Copa América 2011 qui ont fait énormément de mal à l'Albiceleste, on a assisté à une période de grande réussite pour cette génération. Non seulement cette équipe a survolé les éliminatoires, mais en plus, elle a également réalisé quelques matchs mémorables. Comment ne pas citer les victoires de l'Albiceleste contre le Brésil en juin 2012 avec un triplé de Messi incroyable, la victoire face au Portugal de CR7 en 2011 ou encore celle en Allemagne en amical. Tout ça en grande partie grâce à un homme, Alejandro Sabella. L'entraîneur méconnu en Europe a été nommé en 2011 pour remplacer Sergio Batista. Il est assez âgé, il n'a jamais entraîné de grandes équipes européennes ou même en Argentine, mais il va montrer qu'il est un excellent tacticien. Alors selon moi, Alejandro Sabella, je pense que c'est le sélectionneur argentin qui a le mieux compris Messi tactiquement. C'est le coach qui a le plus mis en valeur les qualités de la Pulga et a réussi à construire une équipe autour de lui. Le premier évidemment avant Lionel Scaloni. Comme évoqué dans l'épisode de la Coupe du Monde 2010, cette fois-ci, 4 ans plus tard, et même s'il n'a que 26 ans au moment d'arriver au Brésil, Léo Messi n'est déjà plus à son prime ultime d'il y a 2 ans plus tôt. Il est toujours à un niveau interstellaire parce qu'il s'appelle Lionel Messi, mais le Léo de 2014 n'a absolument rien à voir avec celui de 2011 ou même celui du mois de janvier ou février 2013 par exemple, 1 an plus tôt. Déjà parce qu'il marque moins, mais c'est vraiment dans le jeu qu'on voit des différences. Parce qu'il est moins influent, qu'il touche beaucoup moins de ballons et surtout, Messi a commencé à marcher.
Le Messi que vous connaissez et que vous voyez aujourd'hui depuis quelques années, qui marque autant lors des matchs, qui s'économise, qui se rend moins disponible pour ses coéquipiers, qui erre entre les lignes pour essayer de se faire oublier des défenseurs adverses, qui ne défend presque pas ou pas du tout et qui fait perdre aussi de la mobilité collective à son équipe, et ben ça, on a commencé à le voir justement juste avant cette Coupe du Monde. Et ça, c'est important et fondamental de le dire et le souligner, parce qu'on entend tellement souvent, oui, Messi, il a toujours été comme ça, il a toujours marché. C'est faux, c'est ultra faux. C'est une fausse vérité qu'il faut à tout prix combattre. Et en parlant de fausse vérité, il en a une sur la Coupe du Monde 2014 de l'Argentine, dont on parlera évidemment plus tard. Elle concerne bien évidemment Ángel Di María, le fameux soi-disant meilleur joueur de l'Albiceleste lors de ce mondial. Mais revenons-en à Messi, on est en avril 2013, Lionel est encore à son prime absolu, il est même plus fort que jamais. Vous vous en souvenez évidemment de son année 2012 et ses 91 buts. Et bien à ce moment-là, on est en 2013, en termes de statistiques, il est même en avance par rapport à l'année d'avant, en termes de buts marqués. On se rappelle par exemple qu'à l'époque, le site Eurosport s'amusait à faire chaque mois un comparatif avec ses temps de passage de l'année précédente. Ça s'appelait le Messimètre et c'était assez indécent. Autre exemple pour vous montrer à quel point ça devenait obscène, qu'on était dans cette espèce d'orgie de chiffres en 2012. Cristiano Ronaldo ne finit pas meilleur buteur de Liga malgré 46 buts marqués. Et au 2 avril 2013, autre exemple, 4 jours avant un quart de finale de Ligue des Champions face au PSG, Messi en était à 42 buts en 29 matchs de Liga. Ça fait un ratio d'1,45 buts par match. 1,45 buts. Le 6 avril 2013, a lieu le match PSG-Barcelone en quart de finale de C1 et Léo se blesse à la cuisse. Et cette blessure, très mal gérée et soignée par le club, aura des conséquences sur la saison de Messi et surtout sur son jeu. Léo va notamment devoir aider ses coéquipiers au match retour en entrant en jeu et sauver le Barça. Une autre séance mythique que personne n'a oublié bien évidemment. Pareil, quelques jours plus tard, face à Bilbao, avec un de ses plus beaux buts en carrière alors qu'il n'était même pas encore guéri, qu'il jouait en marchant et qu'il n'accélérait à aucun moment. Malheureusement, il va d'abord multiplier les autres blessures, les convalescences et les matchs joués en étant blessé ou diminués. Mais le Barça avait tellement besoin de lui et va cacher bon nombre de ses problèmes physiques. Cela va lui coûter en plus le Ballon d'Or 2013, lui qui était quadruple tenant du titre. Et cette déchirure marque justement le début d'un changement de jeu définitif dans la carrière de Messi. Après cette blessure qui marque la fin de son prime ultime commencé en 2008, Lionel Messi commence à marcher. Terminé le Léo qui faisait le pressing, qui décrochait constamment plus bas pour aider ses milieux de terrain. Fini le Messi qui multipliait les rushs solitaires en gagnant 20-30 mètres à lui tout seul systématiquement quand il le décidait. Alors bien sûr, il va continuer à le faire parfois, mais avant 2013, il le faisait tout le temps, tous les matchs et plusieurs fois par match. Et après ça, son jeu commence à évoluer, il va commencer à s'économiser et à gérer ses efforts en pleine rencontre. Alors ce serait un petit peu trop simple de blâmer une simple blessure musculaire pour expliquer la fin du prime ultime de Messi. En plus, on va le retrouver en 2015. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres raisons pour expliquer la baisse de niveau de l'Argentin. Déjà, on peut se rappeler qu'en 2013, Messi vient d'être libéré de la rigueur tactique du Guardiola. Quand Pep était encore là, il aurait été impossible pour lui de marcher autant qu'il le faisait, de ne pas faire le pressing. Mais désormais, Messi, il est l'unique boss de l'équipe. Ce n'est pas Tito Villanova ou Tata Martino qui vont l'obliger à courir et faire le sale boulot. Désormais, il peut faire ce qu'il veut. Personne ne va le toucher. On peut aussi évoquer malheureusement le cancer, puis la mort de Tito Villanova, son tout premier entraîneur au Barça quand il était jeune. Et puis Léo traverse une période qui est très compliquée pour lui personnellement. C'est le début de ses affaires avec le fisc espagnol. En juin 2013, la Pulga est accusée par le fisc justement de ne pas avoir déclaré 10 millions d'euros de droits à l'image entre 2007 et 2009. Un procès qui va durer 3 ans, avec à la clé une peine de prison avec sursis de 21 mois. Léo ne le montre pas, mais mentalement, il est assez affecté et cela va se sentir sur le terrain. La saison 2013-2014 sera très longtemps vue comme la pire saison de sa carrière. À tel point que quelques années plus tard, Léo va avouer que fin 2013, début 2014 est pile la période où Messi a sérieusement songé à quitter le Barça pour aller à Chelsea. Le Barça ne gagne aucun titre cette année-là, mis à part une misérable Super Coupe d'Espagne
en début de saison, est éliminé avant les demi-finales de C1 pour la première fois depuis 6 ans. Et Messi a été très irrégulier, autant dire qu'il arrive au Brésil avec beaucoup de doutes. Par chance, l'Albiceleste a hérité d'un groupe très abordable avec la Bosnie, le Nigeria et l'Iran, ce qui leur laisse des chances de prendre confiance au fil de la compétition, malgré les lacunes au sein de l'effectif. Le noyau dur de l'équipe se situe évidemment en attaque. Agüero, Higuaín, Di Maria, Lavezzi, Alejandro Sabella se permet même de ne pas sélectionner Carlos Tevez depuis 2011 avec l'Argentine. Mais en défense et surtout au milieu du terrain, c'est le néant absolu. Mis à part Javier Mascherano, difficile de sortir un seul nom qui pourrait faire office de top player européen. Les Argentins sont très loin d'être favoris avant la compétition, mais qu'importe, ça pourra peut-être les aider à jouer sans pression sur un terrain aussi hostile que le Brésil. Le Brésil justement, ce tournoi joué dans une ambiance de samba incroyable, ces milliers de Sud-Américains qui se sont déplacés pour voir leur équipe nationale jouer, et ça tombe bien puisqu'elles vont briller en plus. Mais en étant placé dans le groupe H, le dernier groupe, l'Argentine doit attendre que toutes les équipes jouent leur premier match d'ouverture avant de démarrer son mondial. Léo a donc eu l'occasion d'assister au récital d'ouverture de Neymar contre la Croatie, la démontada des Allemands face au Portugal de CR7 ou encore la manita des Pays-Bas contre l'Espagne, tenante du titre. Le 16 juin 2014, quelques heures après l'humiliation 4-0 de l'Allemagne face au Portugal, l'Argentine entre en lice dans le mythique stade Maracana face à la Bosnie. Et le peuple sud-américain a littéralement envahi le stade pour bâtir une énorme marée bleu-ciel dans les tribunes. Et ça va être comme ça pendant toute la Coupe du Monde. Sur le terrain, Alejandro Sabella utilise un 3-5-2 avec Messi associé à Agüero en attaque. C'est la première Coupe du Monde de Messi en tant que capitaine de l'Albiceleste et c'est l'heure de démarrer très fort ce mondial. Et la rencontre débute idéalement pour eux puisqu'ils ouvrent le score dès la 3e minute de jeu sur un coup franc de Messi détourné contre son camp par Kolasinac. Mais les Sud-Américains vont ensuite souffrir pendant le reste de la première période. Au retour de vestiaire, ça va beaucoup mieux pour eux, l'Argentine repart à l'attaque et on a un Messi qui commence à prendre l'équipe sur ses épaules, qui mène les attaques et qui est très en jambes. Près de 100 ballons touchés, 7 dribbles réussis, on croit revoir le vrai Messi comme avant 2013. En tout cas, il sait qu'il doit absolument bien lancer son mondial et c'est ce qu'il va faire. À la 65e minute, il combine avec Higuaín et se retrouve dans une de ses positions préférées. Face au but, aux abords de la surface de réparation pour frapper enroulé et tromper le gardien bosnien. Et là, on sent dans sa célébration son soulagement, sa rage. C'est le deuxième but de Messi en Coupe du Monde, le premier depuis 8 ans. Et il a l'air de lui faire tellement de bien, qu'importe la réduction du score en fin de match de la Bosnie, l'Argentine fait le job et lance son mondial idéalement. La première place est l'objectif, car si les hommes de Sabella finissent deuxième, ils affronteront la France en huitième de finale. Après un premier match convaincant en ouverture contre les Bosniens, on s'attend logiquement à ce que Messi confirme que la pression du premier match soit évacuée et qu'il enchaîne en étant beaucoup plus relaxé. Et bien contre toute attente, c'est l'inverse qui se produit. Léo va certainement réaliser son pire match au Mondial 2014 en ce qui concerne le jeu évidemment. On va retrouver un Léo qui marche complètement statique, qui demande systématiquement le ballon dans les pieds et qui ralentit même un petit peu le jeu par moment. Pour l'occasion, Sabella a aligné son fameux quatuor Messi, Agüero, Di Maria, Higuaín. Mais face à la défense à 11 très resserrée des Iraniens, l'Argentine est bloquée dans l'axe, un peu plus libérée sur les côtés. L'Albiceleste multiplie les centres où les duels sont inlassablement gagnés par les grands défenseurs iraniens. Seul Di Maria sort un petit peu du lot et à mesure que le match avance, l'Argentine se casse les dents sur la défense iranienne et la catastrophe est à 2 doigts d'arriver quand les joueurs de Carlos Queiroz se procurent la plus grosse occasion du match, sortie par un arrêt magistral de Romero. Après la victoire face à la Bosnie, c'était naturel pour tout le monde d'imaginer que l'Argentine allait dérouler face à l'Iran, la nation la plus faible du groupe sur le papier, mais ça ne se passe absolument pas comme ça. Certes, le gardien Aguigui réalise plusieurs parades incroyables, mais on sent tellement la crispation et on s'avance vers un triste 0-0 qui franchement faisait peine à voir. Puis le miracle arrive, peut-être l'un des moments les plus iconiques de la carrière de Messi, alors que ce n'est qu'un deuxième match de poule de Coupe du Monde.
Un tout petit peu d'espace, un tout petit peu de temps, un décalage extérieur du pied gauche qui n'est même pas un dribble, c'est juste une petite touche de balle pour pouvoir armer son pied gauche sans donner une chance au défenseur adverse de contrer la frappe. Un amour d'enrouler du pied gauche dans le petit filet adverse à la 91e minute. Et une célébration iconique, le stade s'embrase, les Iraniens sont au sol, effondrés après un match presque parfait de leur part. Mais que faire? Personnellement, ce moment précis, pendant très longtemps, en fait, jusqu'à la Coupe du Monde 2022, ça a été ma plus grosse explosion de joie de la carrière de Messi avec l'Albi Céleste. Parce qu'il y avait tout, le talent, le but incroyable, la marée des supporters argentins présents dans le stade au Brésil, le soulagement, le match minable, le but à la dernière seconde, clutch, alors que je le répète, ce n'est qu'un match de poule. J'en ai encore la chair de poule en parlant, mais j'espère que vous aussi. Et si jamais vous trouvez que j'en fais trop, rappelez-vous des réactions après ce but. Les commentateurs, Omar da Fonseca notamment, mais mention spéciale aux commentateurs argentins au pays pour la Coupe du Monde 2014. Il s'appelle Alejandro Fantino et après le but de Messi, il devient fou. L'occasion était parfaite pour envoyer un message à tout le peuple brésilien. Se le va, pelota afuera, no, la hizo muy bien el del Manchester, soltó para la Bessi para Messi, Messi enganchó como le gusta, él probó con zurda, ¡gol! ¡Gol de Messi! ¡Gol de Argentina! 45 minutos, ¡gol, carajo! ¡Gol, carajo, gol! ¡Te lo grito a vos! ¡Te lo grito a vos! ¡A você de nuevo que está ahí abajo! ¡Eu tenho un papa! ¡Você no tem nada! ¡Você tem Pelé! ¡Você tem Pan de Açúcar! ¡Eu tenho un papa! ¡Un papa! ¡Francisco está conmigo! ¡Francisco está conmigo desde el Vaticano! ¡Eu tenho un papa! ¡Tenho un papa y ten a Messi! ¡Ten un papa y ten a Messi! ¡Vení con lo que quieras! ¡Tírame la garota de Ipanema! ¡Tírame a Sobim! ¡Tírame Copacabana! ¡Tírame Pelé! ¡Tengo a Messi! ¡Tengo a Francisco! 46. Lionel se enchufó. A veces la gente merece tener su fe recompensada. A veces la gente se merece más. Y lo hizo Lionel. Y estoy llorando, carajo. Y no me importa una mierda. Porque ganamos. Y las cosas ahora serán de otra manera. Gracias Pulga. Gracias Messi. Gracias Argentina, carajo. Mythique, et mine de rien, pendant très longtemps, ce moment-là, ça a été un des moments les plus iconiques de la carrière de Messi. Aujourd'hui, c'est insignifiant avec ce qui s'est passé au Qatar, et puis ce n'est qu'un deuxième match de poule, donc ça fait pas forcément glorieux de parler de ça, mais à l'époque, au fond de nous, soyons honnêtes, ce jour-là, on a énormément vibré. L'Argentine est qualifiée avant même d'affronter le Nigeria pour la tête du groupe. Le sélectionneur fait jouer Ezequiel Lavezzi sur le côté droit pour remplacer Agüero blessé. Ce troisième match de poule, c'est en quelque sorte la revanche de Messi sur Vincent Enyama. Rappelez-vous, 4 ans plus tôt, le gardien avait écuré la Pulga avec de multiples arrêts lors du match d'ouverture. Mais cette fois-ci, Messi ne met que 3 minutes pour trouver les filets après une frappe de Di Maria sur le poteau. Le Nigeria égalise cependant 1 minute plus tard grâce à Moussa. Puis les Sud-Américains repartent à l'attaque menés par un Messi de nouveau au top. L'Argentin se place au cœur du jeu, entre les lignes, se retourne, gagne des mètres, obtient des fautes et un premier coup franc dangereux. Il est assez lointain, Messi le frappe quand même et inquiète sérieusement le gardien nigérian. Juste avant la mi-temps, il en obtient un deuxième, tout seul, cette fois beaucoup plus proche. Et celui-là, cette fois-ci, il l'envoie directement dans la lucarne de Vincent Enyama qui est assez dépité. C'est le premier et seul coup franc de Messi en Coupe du Monde. L'Argentine mène 2-1 à la pause, mais Moussa égalise au retour des vestiaires d'un but magnifique avant que Marcos Rojo scelle la victoire sur corner. 3 matchs, 3 victoires, 9 points, un Messi auteur de 4 buts qui monte en puissance et qui vient de réaliser la meilleure phase de groupe de sa carrière en Coupe du Monde. Tout va bien pour l'Albi Céleste, même si le chemin est encore
très loin. Et ça commence dès les huitièmes de finale contre la Suisse. On se disait à l'époque que les Sud-Américains allaient survoler la rencontre, surtout au vu de la phase de groupe très compliquée des Suisses qui ont été explosés par la France, mais ça a été tout le contraire. Les Argentins vont souffrir toute la rencontre, se casser les dents sur la défense d'Otmar Hitzfeld. Messi est constamment pris en marquage individuel, non pas par un, mais par deux joueurs, Gökhan Inler et Valon Behrami. Ce qui permet cependant de libérer un peu d'espace pour Ángel Di María. Problème, le joueur du Real Madrid multiplie les dribbles mais aussi les pertes de balles. D'autant plus que le gardien suisse, Diego Benaglio, est dans un bon jour et repousse l'échéance encore et encore jusqu'à envoyer le match en prolongation. Cependant, les Suisses parviennent eux aussi à se montrer dangereux, mais Romero veille au grain et au moment où le match retombe en intensité, à cause de la fatigue, Lionel Messi rallume la flamme. À un moment anodin, il trouve un peu d'espace devant lui, ces 5 petits mètres qui lui permettent de se retourner, se mettre dans le sens du jeu et d'avancer. Un dribble, 2 joueurs éliminés, puis une offrande pour Di María. La passe pour Ángel, elle est parfaite. Il n'a même pas besoin de la contrôler pour la reprendre du gauche, enrouler et la mettre plat du pied au deuxième poteau. Mais ce n'est pas fini. À la toute dernière minute, la Nati touche le poteau à bout portant. Réussite XXL pour l'Argentine qui se qualifie pour les quarts de finale grâce à ce but de Di María. Ça devenait très rare qu'un pays sud-américain élimine une nation européenne. Lors des Coupes du Monde des années 2010, ce n'est arrivé que 3 fois. Lors du match Uruguay-Portugal en 2018, lors de cette rencontre Argentine-Suisse, mais aussi le match suivant contre les Belges. Les Diables Rouges se sont qualifiés en 8e de finale face aux USA et voient émerger une nouvelle génération dorée, menée par un Eden Hazard alors à Chelsea, et surtout ils peuvent compter sur l'expérience de leur sélectionneur, Marc Wilmots, pour ce choc. Du côté de l'Argentine, après avoir passé le test du premier match à élimination directe, il est temps de monter en puissance. Les Sud-Américains démarrent très fort la rencontre et encore avec Messi en meneur de jeu, ils ouvrent le score dès la 8e minute sur une magnifique demi-volée de Gonzalo Higuaín. Thibaut Courtois est battu et l'Albiceleste est parfaitement lancé pour ce match. Mais ce but sera le dernier de l'Argentine dans ce mondial. Alors que les coéquipiers de Messi remontent à l'attaque, la malchance va s'abattre sur eux et affecter la suite de la compétition. À la demi-heure de jeu, Léo se retrouve face au jeu et lance Di María en profondeur sur une passe de laboratoire qui permet aux Madrilènes de se retrouver en 1 contre 1 avec le défenseur belge, le dernier défenseur, à savoir Vincent Kompany. Mais après sa frappe contrée, Lillier se couche au sol et demande son changement. Il est blessé à la cuisse et sort du terrain. La Coupe du Monde d'Ángel Di María se termine là, sur cette blessure dès la demi-heure de jeu. Il n'accompagnera pas ses coéquipiers tout au long du quart de finale, ni les 120 minutes en demi-finale, ni les 120 autres minutes en finale. Et pourtant, il aurait peut-être pu jouer face à l'Allemagne en finale, mais bon ça, on y reviendra plus tard. Faisons d'abord le bilan de ce mondial. 5 matchs joués, 1 but marqué, celui de la qualification contre la Suisse, et c'est tout en ce qui concerne les statistiques. Un très bon match contre l'Iran, où il fut le meilleur argentin sur le terrain, un bon match contre le Nigeria, mais rien de foufou, puis ce match contre la Suisse, où il marque donc, homme du résultat, il réalise 9 dribbles sur 14 tentatives, ce qui est énorme, touche 125 ballons en 120 minutes, le joueur le plus touché par ses coéquipiers. Malheureusement, sur ces 125 ballons touchés, le gaucher en perd 51. Je répète, 51 ballons perdus, record de tous les temps pour un joueur en Coupe du Monde. Et je précise, ce triste record tient toujours aujourd'hui. Alors pourquoi, encore aujourd'hui, il y a encore cette idée comme quoi Di María était le meilleur joueur argentin du mondial? Parce qu'il était celui qui touchait le plus de ballons, celui peut-être qui tentait le plus possible vu son jeu, et aussi parce qu'à l'époque, il est à son prime ultime. Il vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière, celle de sa vie, avec le Real Madrid, a été un des hommes forts de la Décima, notamment en finale où il termine MVP du match. Comment oublier évidemment son classico en avril, malgré la défaite du Real. 2 passes D incroyables ce jour-là et un Alves qui était complètement déboussolé. Peut-être parce que oui, l'Argentine n'a pas marqué une fois qu'il était blessé. Tout ça, personne ne l'a oublié. Mais quand même, Lionel Messi a été élu MVP du match lors des 3 matchs de poule lors de cette Coupe du Monde-là. Il a été impliqué sur 6 des 8 buts de l'Albiceleste. Le but de Di María, c'est justement sur une offrande incroyable de Messi.
Évidemment, après ça, la rencontre s'équilibre. Messi a perdu son meilleur coéquipier pour combiner et perdre son influence. Il manque même une énorme occasion en fin de match à achever les Belges. Et c'est là, je pense, que les gens ont oublié, mais elle fait quand même un peu tâche pour la Coupe du Monde de Messi. Pipita Higuaín se démène assez seul finalement pour se procurer des occasions. C'est lui clairement l'homme du match ce jour-là, au-delà de son but. Il manque aussi la balle du 2-0 en deuxième période, même si c'est lui qui a le mérite de se procurer tout seul l'occasion, ce qui permet aux Belges de continuer à y croire et de pousser en toute fin de match. L'Argentine va alors souffrir, subir et encore souffrir comme jamais dans tout ce mondial 2014. Mené par un Kevin De Bruyne, révélation du mondial, les Diables Rouges ne parviennent cependant pas à faire sauter le verrou argentin. Et pour la première fois depuis 24 ans, les Sud-Américains se qualifient pour les demi-finales en battant la Belgique, comme en 1986. Malheureusement, ils vont devoir composer sans Angel Di Maria face aux Pays-Bas. Par contre, Sergio Agüero est de retour de blessure, mais Gonzalo Higuaín est désormais le titulaire indiscutable sur le front de l'attaque. Les deux nations s'étaient déjà affrontées en phase de poule 8 ans plus tôt et une bonne partie des joueurs des deux équipes étaient déjà présentes. Les Néerlandais, finalistes 4 ans plus tôt, ont réalisé un parcours tout aussi brillant, marqué par une victoire mythique contre l'Espagne en match d'ouverture. Van Persie, Robben, Wijnaldum, Dirk Kuyt, Wesley Sneijder, Danny Blind. Sur le papier, ça commence à être plus fort que l'Argentine, surtout offensivement. Malheureusement, ce match va tourner à la pure footballistique, où les Néerlandais vont attendre les tirs au but, pendant que les Sud-Américains vont attendre forcément un exploit de Messi. C'est simple, malgré 10 dribbles réussis par Léo sur 14 tentés, l'action la plus marquante de la rencontre demeure pour toujours le sauvetage de Mascherano à la 90e minute sur une frappe de Robben. El Jefecito envoie les deux équipes en prolongation après un récital défensif qui rappelle celui de Cannavaro en 2006 contre l'Allemagne, même si l'Argentin joue à un poste de numéro 6. 0-0 au bout de 120 minutes de jeu, c'est donc les tirs au but qui vont envoyer l'une des deux équipes en finale. C'est donc l'heure de prendre ses responsabilités. Ce que fait Messi, comme un leader, en allant tirer en premier et marquer son penalty. Il lance ses coéquipiers qui réussissent tous leurs tirs au but face à Jasper Cillessen. Mais l'homme providentiel se trouve dans les buts de l'Albiceleste. Sergio Romero arrête 2 tirs hollandais et permet à Maxi Rodriguez de terminer le boulot. Un récital salué par son ancien coach, le sélectionneur des Pays-Bas, Louis van Gaal, qui s'attribue le mérite, en plus d'avoir appris à Romero à comment arrêter les penalties quand ils étaient tous les deux à l'Ajax. Et donc là, on y est. On est en finale. Et je pense qu'en tant que fan, je pense que les jours qui séparent la demi-finale de la finale, c'est vraiment là que tu réalises à quel point justement ça dépasse, à quel point c'est important, que l'enjeu est complètement démesuré par rapport à tout ce qu'on connaît dans le foot chaque année, par exemple en Ligue des Champions. Là, ça n'a rien à voir. C'est 7 matchs hyper importants. Si tu perds, tu meurs. Tu dois encore attendre 1300 jours. Là, c'est 4 ans d'attente. Jouer une finale, c'est une opportunité unique dans une carrière, car rien ne te garantit que tu auras une nouvelle chance de rejouer une finale si jamais tu ne gagnes pas celle-là. En général, les demi-finales se déroulent le mardi et le mercredi pour que la petite finale ait lieu le samedi et la grande finale le dimanche. Donc ces 4 jours qui séparent le mercredi soir du dimanche et la finale, je vous assure qu'en tant que fan de football, cette attente qu'on a pour chacun de nous, c'est vraiment quelque chose d'incomparable dans notre vie quotidienne. Une attente qu'on ne retrouve nulle part dans la vie. Je vous invite clairement à y réfléchir parce que je pense que ce serait intéressant de mettre des mots sur cette sensation, ce sentiment. Et évidemment, on en reparlera pour le 5e épisode de la série, ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, réalisons un petit peu ce qui se passe à ce moment-là, à cette époque. L'Argentine est en finale de Coupe du Monde. Lionel Messi est en finale d'un mondial. Je ne sais pas comment vous vous sentiez après cette demi-finale, mais moi j'avais du mal à réaliser, vraiment. À l'époque, on sortait de 2 saisons très compliquées pour lui, en tant qu'il fan du Barça et de Messi, mais on avait déjà vu la Pulga tout gagner. 3 Ligues des Champions, 4 Ballons d'Or, une rivalité qui était complètement balayée avec Cristiano. Il ne lui manquait plus que ça. On était à un match du bonheur, 90 minutes du plus grand accomplissement de sa carrière. On sait très bien qu'en cas de victoire, Messi aura terminé le jeu à 27 ans. Et puis il a toujours été tellement précoce, le plus fort en étant toujours le plus jeune. Et même s'il n'est pas à son meilleur niveau, on se dit qu'il est capable sur un match, sur le match le plus important de sa vie, de le retrouver. Qu'on va revoir le Messi des grandes finales. Celui qu'on a vu 3 ans plus tôt lors de la finale de C1 en 2011,
peut-être la meilleure performance individuelle de tous les temps en finale de Ligue des Champions. On se dit que sur un match, on va revoir le Messi des grands rendez-vous. En fait, on se dit que c'est le seul moyen pour cette Argentine de renverser l'Allemagne, cette équipe d'Avengers. On peut résumer l'opposition en mettant d'un côté la meilleure individualité du monde contre le meilleur collectif de la planète. Les Allemands sont clairement les favoris, d'autant plus qu'ils ont été ceux qui ont stoppé la route des Argentins lors des 2 derniers tournois en Allemagne et en Afrique du Sud. L'avantage psychologique est clairement du côté européen. Pour l'Argentine, c'est l'ennemi de toujours. Cette finale, c'est la 7e rencontre entre les deux nations en Coupe du Monde, la 3e fois ce stade ultime de la compétition, après 1986 et 90. La finale de 86 est d'ailleurs la seule fois où l'Albi Céleste a battu la Mannschaft dans un mondial en 6 rencontres, 3 victoires pour les Allemands et 2 matchs nuls pour le reste. Les Allemands ont réalisé un parcours sans faute jusqu'à présent. Sans faute pour ne pas dire légendaire, d'abord une phase de poule de patron, un match d'ouverture où ils ont massacré le Portugal de CR7, un deuxième match où ils vont vivre les seules minutes de toute la Coupe du Monde où ils seront menés au score, à savoir 8 petites minutes contre le Ghana précisément, après un but d'Asamoah Gyan et la plus belle chorégraphie sur une célébration de but de l'histoire de Charles Mafoy en Coupe du Monde, puis une nouvelle victoire contre les USA, et un 8e de finale mémorable face à l'Algérie où Manuel Neuer a sorti un match de ballon d'or potentiel, un quart de finale hyper costaud contre la France où ils ont maîtrisé leur sujet du début à la fin et où Neuer a encore régalé, et puis en demi, ce qui pour moi est l'un des 3 plus grands moments d'histoire de la Coupe du Monde, en tout cas l'un des plus choquants, une perfection footballistique d'anthologie, une faille temporelle de la 23e à la 29e minute où le Brésil, la Seleção, a pris 4 buts en 400 secondes, un assassinat en règle qui a mis en scène le pays hôte, se faisant finalement détruire 7 buts à 1 sous les yeux médusés du monde entier. On était tous gênés devant un tel match, même les fans allemands, en voyant ces larmes qui nous ont tous déchiré le cœur. On n'a juste pas compris ce qui se passait, on savait juste que l'Allemagne était la meilleure équipe du tournoi, quoi qu'il arrive et de loin, peu importe l'issue de la finale, que le milieu de terrain, composé du trio Khedira, Schweinsteiger, Toni Kroos était la perfection au niveau complémentarité, que Manuel Neuer était certainement dans le plus gros prime de l'histoire du football pour un gardien de but, que Miroslav Klose venait de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde grâce à son but face au Brésil, et qu'il était en plus accompagné en attaque par Mesut Ozil Prime, de chez Prime, Thomas Müller Prime de chez Prime, et Philippe Lam derrière, Jérôme Boateng, Mats Hummels, bref, incontestablement l'une des 3 plus belles nations du 21e siècle, avec le Brésil 2002, l'Espagne 2010, et ça vaut toujours pour aujourd'hui. Et en face, on a cette Argentine. Et près de 10 ans plus tard, on a encore du mal à réaliser que Lionel Messi a en grande partie ramené cette sélection en finale de Coupe du Monde. Pas lui tout seul, évidemment, mais aller jouer une finale d'un mondial avec ce 11-là face à cette super team allemande, un 4-4-2 classique avec Messi en second attaquant, le poste qui lui facilite le plus la vie à l'époque, et autour de lui, pas grand monde. Enzo Pérez, remplaçant à Benfica, Lucas Biglia qui jouait à la Lazio de Rome, Marcos Rojo au Sporting Lisbonne, Sergio Romero, remplaçant à l'AS Monaco, Martin Demichelis, 34 ans à l'époque, Pablo Zabaleta, et en face, au même poste, c'est Philippe Lam. C'est simple, très simple même. En Argentine, le seul joueur autre que Messi qui est top 20 à son poste, c'est Javier Mascherano, c'est tout. Enfin, si, il y en a un autre, il s'appelle Gonzalo Higuaín, et évidemment, on va parler de lui, parce qu'il va marquer cette finale-là, mais d'abord, revenons-en à Mascherano. Avant la finale, José Mourinho, consultant pour la FIFA pendant le mondial, analyse la rencontre en disant qu'il voit l'Allemagne gagner, mais qu'avec un grand Javier Mascherano placé en numéro 6, l'Argentine avait des chances de rivaliser, voire de l'emporter, seulement si le joueur du Barça réalisait une finale d'anthologie. Mais avant de parler du terrain, revenons sur un épisode qui est arrivé avant la finale, mais dont on a la connaissance bien après. Ça concerne Ángel Di María. On sait tous qu'il ne l'a pas disputé à cause de sa blessure, mais ce qu'on ne savait pas, et ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il pouvait peut-être la jouer. Le matin de la rencontre, le joueur argentin qui s'apprête éventuellement à pouvoir disputer la finale est appelé par l'intendant de la sélection qui lui apporte la nouvelle comme quoi le Real Madrid a envoyé une lettre à la sélection argentine.
le club madrilène veut le dissuader de disputer la rencontre en étant encore convalescent, voire blessé. Je me souviens du moment où j'ai reçu la lettre du Real Madrid. Je l'ai déchirée avant de l'ouvrir. Cela s'est produit le matin de la finale de la Coupe du Monde 2014, à 11h exactement. J'étais assis sur la civière, sur le point de recevoir une injection dans la jambe. Je m'étais déchiré la cuisse en quart de finale, mais avec l'aide d'anti-inflammatoires, j'ai pu courir sans rien ressentir. J'ai dit clairement ces mots au coach. Si je me blesse, laissez-moi continuer à me blesser. Cela ne me dérange pas, je veux juste être là pour jouer. J'étais là à mettre de la glace sur ma jambe lorsque le docteur Martinez est entré dans la pièce avec une enveloppe dans la main et m'a dit « André, regarde. Cette lettre vient du Real Madrid et ils nous disent que tu n'es pas apte à jouer. Et ils nous obligent à ne pas te laisser jouer aujourd'hui. » Tout le monde avait entendu les rumeurs selon lesquelles le Real voulait acheter James Rodriguez après la Coupe du Monde et il savait qu'il voulait me vendre pour lui faire de la place. Ils ne voulaient donc pas que leur joueur tombe et se blesse avant de le vendre. C'était aussi simple que cela. Ce sont des choses dans le football que les gens ne voient pas toujours. J'ai demandé à Daniel Martinez de me donner la lettre. Je ne l'ai même pas ouverte. Je l'ai simplement déchirée en petits morceaux et je lui ai dit « Jette-la, ici, le seul qui décide, c'est moi ». Di Maria a raconté ça en 2014, quelques mois après la finale, et encore plus détaillé en 2018 pour un journal, en expliquant qu'il voulait vraiment jouer ce jour-là, même si sa carrière était terminée ensuite. Mais je ne voulais pas non plus rendre les choses plus compliquées pour l'équipe. Alors je me suis réveillé très tôt, je suis allé voir Alejandro Sabella, on avait une relation très proche, et je lui ai dit que je voulais jouer, mais il ressentait sûrement la pression de me mettre sur le terrain. Alors je lui ai dit, honnêtement, la main sur le cœur, qu'il devait faire jouer le joueur qu'il voulait. Que ce soit moi ou un autre. Si c'était moi, tant mieux. Si c'était un autre, tant pis. Je voulais juste gagner la coupe. Mais si vous m'appelez et me faites jouer, je vais jouer à fond jusqu'à ce que ma cuisse se blesse et qu'elle se casse. Je lui ai dit ça du fond du cœur et j'ai commencé à pleurer. Côté allemand, un petit événement a lieu pendant l'échauffement de la finale puisque Sami Khedira se blesse et doit laisser sa place à Christoph Kramer. Ce forfait, dernière minute, rabat les cartes entre les deux nations car l'entrejeu allemand est complètement bouleversé et on va le sentir très vite dans le match. Dès le début de la rencontre, l'agressivité argentine et son pressing font très mal aux Allemands. Les premières offensives sont sud-américaines. Un premier débordement côté droit de Messi qui prend de vitesse Mats Hummels. Et puis cette occasion, ce renvoi allemand vers Neuer, cette passe à l'adversaire pour Higuaín, qui n'est forcément pas hors jeu, et qui ne cadre même pas alors qu'il a de l'espace et du temps, peut-être un peu trop justement, du coup il réfléchit sûrement trop. Elle est horrible cette occasion, mais elle n'arrive qu'à la 21e minute. Est-ce que c'est l'action du match où il faut avoir le plus de regrets, et encore plus quand on connaît la suite et l'avenir de l'Argentine lors des finales qui vont suivre en 2015 et 2016, mais ça va marquer Higuaín parce qu'il ne sera plus jamais le même après ce match. Le pire, c'est que 9 minutes plus tard, Pipita marque et trompe Neuer. Après une très belle action, il explose de joie, comme nous tous, moi le premier, mais l'arbitre signale un hors-jeu. Un face-à-face manqué et un but signalé hors-jeu en une demi-heure. Franchement, même s'il reste 60 minutes de jeu, il y a des signes qui ne trompent absolument pas. Et tout ça malgré le fait que l'Allemagne est complètement inoffensive jusqu'à la 45e minute, où la Mannschaft trouve le poteau sur une tête après une belle action. 0-0 à la mi-temps, où après avoir été intenable pendant les premières minutes, Lionel Messi s'est ensuite montré beaucoup plus discret, quelques pertes de balles à son actif, et il a été bien stoppé par la défense allemande. À la mi-temps, Alejandro Sabella procède à un changement qui va surprendre beaucoup de monde. Il sort Ezequiel Avezzi, pourtant le meilleur joueur argentin sur la pelouse, pour faire entrer Sergio Agüero. La bille céleste passe donc en 4-3-3, ce qui permet quand même aux Sud-Américains de jouer beaucoup plus haut et de refaire mal aux Allemands. L'effet immédiat, 2 minutes suffisent pour permettre à Messi d'être lancé dans la profondeur pour se retrouver en face à face avec Manuel Neuer. La prise de balle est bonne. Et là, on est sur la plus grosse occasion de Messi dans cette finale, la seule à vrai dire, et il se retrouve dans une situation dans laquelle il s'est retrouvé des centaines de fois dans sa carrière, un endroit où tous les gauchers qui font du foot adorent se retrouver. Emmanuel Neuer le sait,
C'est pour ça qu'il se place de cette façon-là. Le choix de la frappe croisée fort au deuxième poteau ne le surprend pas du tout, et nous non plus, mais celle-ci est beaucoup trop croisée. Deuxième face-à-face manqué par l'Argentine et par 2 frappes non cadrées. Après ça, Messi sort de son match. Il sait sans doute que sa chance à lui de porter l'Argentine vers le trophée vient de passer. Et pour gagner, il faudra du coup certainement qu'un autre joueur marque. ¿Qué sé yo, qué querés te diga? Una lástima esa como otra más que tuvimos en ese partido, creo que la más clara la tuvimos nosotros y bueno, vamos a arrepentir toda la vida de esas ocasiones que tuvimos y no pudimos meterla adentro. À la 57e minute, Gonzalo Higuaín est lancé en profondeur. Neuer sort pour dégager du point, mais heurte Pupita au visage après avoir boxé le ballon. L'arbitre siffle une faute de l'Argentin qui est complètement furieux. Décision qui a été très discutée ensuite. Les Argentins réclament une faute, donc un penalty, tandis que les Allemands retorquent que le gardien a boxé le ballon, puis percuté l'attaquant qui n'a pas freiné sa course pour l'éviter. Aujourd'hui, avec la VAR, l'arbitre aurait sans doute revu l'action et accordé un penalty à l'Argentine. Et là, on voit vraiment que les mauvais signes s'enchaînent les uns après les autres. 0-0 lors des 90 minutes et donc prolongation. Et cette fois, le match change. Ce sont les Européens qui dominent très franchement. Mais l'Albiceleste se procure quand même une troisième et énorme occasion. Rodrigo Palacio, qui a remplacé Higuaín, hérite du ballon dans la surface. Mais le joueur de l'Inter Milan bégaye de la même façon que le joueur napolitain et au lieu de frapper, il tente ce qui ressemble à un lob ou un sombrero sur Manuel Neuer alors qu'il est même devant le point de penalty. Un sombrero sur Neuer alors que tu es dans les 7 derniers mètres du terrain. Va comprendre. Lunaire, troisième face-à-face loupé par l'Argentine dans cette finale-là et surtout 0 frappe cadrée sur ces 3 situations. Dit comme ça fait bien sûr très mal hein. Et évidemment, les dieux du football vont se charger pour punir ce manque d'efficacité. À la 113e minute, Schürrle, sur le côté gauche, envoie un centre pour Mario Götze qui réalise un enchaînement poitrine, reprise de volée absolument parfait pour tromper Romero. Le but du sacre, assurément, puisque les Argentins sont complètement abattus et qu'il reste seulement 5 minutes. À moins que Messi trouve un peu d'espace, mais Schweinsteiger vient le charcuter avant qu'il ne prenne de la vitesse. Coup franc à 25 mètres pour l'ultime et dernière chance de Léo pour sauver son équipe. Une séquence très symbolique. Around Spain, around Europe. Lionel Messi. No, it's not away. L'Allemagne est championne du monde pour la 4e fois et c'est totalement mérité. La meilleure nation du monde a gagné la Coupe du Monde. Le meilleur collectif a battu la meilleure individualité. Et puisque le foot se joue à 11, c'est juste logique. Et peut-être qu'à l'époque, c'était mieux comme ça. Deuxième défaite en 4 finales du mondial pour l'Argentine après 90. Déjà à l'époque avec le deuxième maillot bleu foncé. Ça, c'est pour le côté symbolique et superstitieux. Et encore face à la Grande Mannschaft, 1-0 sur un but en fin de match. Lionel Messi montre un visage complètement apathique, comme pendant toute sa finale en fait, où il n'aura pas été bon du tout. Mais il est capitaine et il n'a pas pris ses responsabilités sur le terrain pendant le match, mais il va devoir le faire pendant la cérémonie. D'abord en allant chercher son trophée de meilleur joueur de la compétition, un prix qui fait clairement office de lot de consolation à l'époque offert par la FIFA, même si oui, il le méritait quand même. Je suis presque sûr qu'il aurait préféré ne pas le recevoir pour ne pas avoir à monter les marches tout seul pour se présenter devant tout le stade du Maracanã. Limite, ça faisait office de coup de poignard supplémentaire. On sent qu'il voulait juste s'en aller et partir loin de tout ça. Cette défaite, encore aujourd'hui, ça reste l'une des 2 pires dans ma vie de supporter avec cette grande fille en 2019. Et c'est seulement grâce à ce qui s'est passé en 2022 qu'elle n'est plus première au classement. Sinon, elle serait toujours en tête de liste parce que c'est une incroyable occasion manquée, parce qu'elle laisse des regrets de la taille d'une planète, parce que la Coupe du Monde avait lieu au Brésil et voir l'Argentine triompher chez l'ennemi aurait été la l'apothéose, parce que les Argentins ont eu les meilleures occasions et qu'ils ont été supérieurs aux Allemands pendant un bon bout de temps dans ce match, parce qu'on sait déjà que cette défaite va laisser une immense tache sur la carrière de Messi,
parce qu'on sait aussi très bien, au fond de nous-mêmes, que même si Léo a fait une bonne Coupe du Monde dans l'ensemble, il était très loin de son meilleur niveau, ou en tout cas, il était capable de beaucoup mieux jouer que ce qu'il a fait lors de ce mondial. Et puis, on sait à côté de quoi on est passé surtout. Si l'Argentine avait gagné cette finale-là, le débat du GOAT aurait été enterré dès juillet 2014 à 27 ans. Messi aurait gagné incontestablement le Ballon d'Or de 2014, son 5e, et je pense que c'est clairement une partie de la phase du football qui aurait changé aujourd'hui. Je ne pense pas vraiment que Messi aurait eu cette espèce de période de décompression, de relaxation, où il aurait un petit peu ralenti le rythme, où il aurait été démotivé par le fait d'avoir tout gagné, comme beaucoup de gens le pensent aujourd'hui. Je pense plutôt qu'il aurait surfé sur la confiance en étant libéré d'un poids, le poids de voir enfin le vrai Messi en sélection, le poids d'offrir la Coupe du Monde à l'Argentine et le poids d'enfin succéder à Maradona. Et j'ai la très ferme conviction que si cette équipe-là avait réussi à battre l'Allemagne, elle n'aurait eu aucun mal, mais vraiment aucun mal à gagner la Coupe América en 2015 et en 2016. Ce n'est que du foot fiction, une conviction, mais avec cette défaite-là, ça va les obliger à jouer les années d'après avec le devoir de gommer comme ils le pouvaient en 2014. Et on sait que mentalement, ce n'était pas la bonne approche à avoir, qu'ils étaient sans doute très traumatisés psychologiquement par ce qui s'était passé au Brésil. Quant à Messi, on aurait pu croire qu'il allait sombrer avec le Barça la saison suivante, surtout après les 2 saisons ultra compliquées qu'il venait de traverser, mais inexplicablement, il va réaliser l'une des meilleures saisons de sa carrière. Pendant l'été 2014, il va d'abord faire la connaissance de son nouveau coach, au Barça, Luis Enrique, et là, on va revoir un Messi d'anthologie, comme ça là. Boum! Donc voilà pour la Coupe du Monde 2014, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait énormément plaisir de vous raconter tout ça évidemment, de revenir sur Messi Prime et sur le Mondial 2014 qui était incroyable à suivre, même si ça m'oblige à revoir les matchs en entier pour la mini-série. Et je vous avoue honnêtement que les images et même un résumé du match Argentine-Allemagne en finale, je n'en avais jamais vu un résumé avant de faire cette mini-série là. Je faisais mon maximum pour ne pas voir les images tellement ça m'a traumatisé. Alors comment vous dire que regarder ce match là aujourd'hui, même si Messi l'a gagné en 2022, et bah ça a fait quand même du mal. Et d'ailleurs ça tombe très bien puisqu'il y a quelques jours de ça, Messi a dit à Zidane en interview que s'il avait le pouvoir de changer le destin d'une seule rencontre de sa carrière, et bah ce serait justement celle-là, la finale 2014, comme quoi la preuve que cette cicatrice ne se refermera jamais malgré la victoire en 2022. C'est le football, c'est un compétiteur et c'est Messi. Mais quand même, on a vécu des émotions qui sont tellement fortes, même négatives, que mine de rien, on est quand même des privilégiés en tant que fan de Messi. Oh oui. Alors voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce 3e épisode. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des souvenirs, des anecdotes, des histoires à raconter aussi en commentaire. Je lirai évidemment tout et on se donne rendez-vous dans un mois pour le 4e et 5e épisode de la mini-série. Je vous préviens à l'avance, le 5e épisode sera un petit peu différent, le concept sera différent. Ne vous inquiétez pas, je pense que vous allez aimer et même adorer ça. Rendez-vous très vite et évidemment, on s'abonne.